Bonjour à tous, bienvenue dans Express Orient. Au programme cette semaine, les Kurdes inquiets après l'annonce du retrait américain du nord de la Syrie. Ankara ne cache pas sa volonté d'anéantir les combattants kurdes à sa frontière. Les intempéries au Liban, des chutes de neige et des pluies torrentielles qui compliquent encore plus la vie de milliers de réfugiés syriens dans le pays. Enfin, nous écouterons de la musique, pas n'importe laquelle, celle produite par des violons appartenant à des déportés juifs. Ces instruments restaurés ont pu être utilisés pour une série de concerts en Allemagne. Reportage à suivre. En Syrie, l'annonce d'un début de retrait militaire américain du pays a suscité l'inquiétude des Kurdes. Ce retrait laisserait le nord du pays à la merci d'une offensive d'Ankara qui n'a jamais caché ses intentions vis-à-vis des combattants kurdes. Ces derniers sont inquiets malgré le tweet de Donald Trump qui menace de détruire l'économie de la Turquie si elle s'en prend aux Kurdes. Ashren Verdian. Ces derniers temps, les manifestations de ce type se multiplient à Kamishli, dans le nord-est de la Syrie, à la frontière avec la Turquie. Ici, nombreux sont ceux qui ont perdu un proche dans la lutte contre l'organisation État islamique. Avec le retrait annoncé des États-Unis de Syrie, la population locale qui serait de fait laissée à la merci d'Ankara se sent trahie. Nous sommes ici pour dénoncer les menaces d'Erdogan sur notre territoire. Les Kurdes et les Arabes vivent ici ensemble, mais Erdogan ne veut pas nous laisser tranquilles. Les forces démocratiques syriennes ont été en première ligne dans la lutte contre l'organisation État islamique. Une force largement dominée par les Kurdes du YPG, soutenue par la coalition internationale, mais que la Turquie assimile aux combattants du PKK, considérés comme terroristes. Recep Tayyip Erdogan n'a pas caché son intention d'en finir avec eux, une fois les États-Unis partis de la zone. Ceux qui se trouvent dans le corridor de la terreur en Syrie vont recevoir une leçon. Pour nous, il n'y a pas la moindre différence entre le YPG, le PYD, le Parti de l'Union démocratique kurde, le PKK ou Daesh. Face à cette offensive annoncée de la Turquie via des forces supplétives, les Kurdes de Syrie ont demandé la protection de Damas et de Moscou. Ils agitent aussi le spectre d'une résurgence djihadiste à la faveur du retrait américain. Ce retrait entraînera une modification de tous les équilibres. La Turquie attaquera et cela mettra un terme à nos opérations contre Daesh et stoppera également l'établissement d'une société démocratique. Cela signifierait également une nouvelle expansion du terrorisme. L'avertissement a-t-il été entendu par le président américain? Donald Trump menace en tout cas la Turquie de lourdes représailles économiques en cas de passage à l'acte. Ankara répond qu'elle ne se laissera pas intimider. L'avenir est pour le moins incertain pour les Kurdes, dont l'action aux côtés de la coalition internationale laisse déjà un goût amer. Beaucoup rêvaient en effet d'une entité autonome kurde dans le nord de la Syrie. Une fédération démocratique de la Syrie du Nord, appelée Rojava en kurde, a d'ailleurs de facto vu le jour en 2016. Un projet d'autonomie qui est en tractation avec le régime de Damas, qui souffle pour le moment le chaud et le froid. C'est la hantise en tout cas d'Ankara qui craint que les Kurdes de Turquie n'aient les mêmes ambitions. C'est une image de carte postale, mais la réalité est tout autre. La neige et la pluie qui se sont abattues sur le Liban a rendu la vie dans les camps de réfugiés encore plus rude. Les ONG s'inquiètent pour des milliers de personnes à risque. Le Liban accueille sur son sol près d'1,5 million de réfugiés qui ont fui le conflit en Syrie. Laure Wagner. Les montagnes de la Bekaa, entièrement recouvertes de neige. Dans ce camp de réfugiés, la boue a envahi les allées séparant les habitations de fortune, construites avec des briques de béton ou des toiles en plastique. Certaines ont été inondées. Notre tente et nos matelas ont été endommagés. Nous ne pouvons pas dormir et nous n'avons rien à manger. Nous n'avons rien bu depuis plusieurs jours. Comme vous pouvez le constater, l'eau recouvre encore le camp et jusqu'à présent, personne n'est venu pour nous aider. À Ersal aussi, la neige a fait des ravages. 40 tentes ont été détruites et certaines routes sont impraticables. Le carburant et certaines aides se réduisent dans les camps. Nos frères réfugiés manquent de soutien suffisant. En tant que municipalité, on essaye de rouvrir les routes vers les endroits qui ont été isolés. Le Liban accueille plus d'1 million de réfugiés qui ont fui la guerre en Syrie voisine.
La plupart vivent dans des camps informels dans la vallée de la Bekaa, près de la frontière. Depuis le début de l'année, ils ont dû faire face à des vents violents, des pluies torrentielles et d'importantes chutes de neige. Selon le HCR, plus de 22 500 réfugiés sont menacés. 10 000 d'entre eux ont bénéficié de distributions urgentes. Et les organisations humanitaires poursuivent leur travail pour atteindre tous les sites touchés par les intempéries. Ils avaient été réduits au silence et voilà qu'ils ressurgissent. Des violons ayant appartenu à des déportés juifs dans les camps de la mort ont de nouveau résonné à Dresde, en Allemagne. Ils ont été patiemment restaurés par Amnon Weinstein, un luthier israélien. L'émotion était intense à l'issue du premier concert. À Dresde, en Allemagne, les violons qui jouent ce soir-là ont survécu au camp de la mort nazie. Des instruments ayant appartenu à des déportés juifs qui, devant une salle très émue, font entendre leur témoignage surgi du passé. Ovationné par l'auditoire, voici l'homme qui a redonné vie à ces violons de la guerre, Amnon Weinstein. Un luthier israélien venu quelques heures avant le début du concert remettre les instruments aux musiciens allemands de l'orchestre philharmonique. Chacun des 16 instruments utilisés ce soir-là a son histoire tragique. Tous ont résonné dans les camps de concentration ou d'extermination. La culture juive dit qu'on ne peut faire que confiance à un violon. Alors, les nazis imposaient aux musiciens juifs de jouer au moment de conduire les condamnés vers les chambres à gaz. Cette histoire, ce soir-là, Amnon Weinstein va passer de musicien en musicien pour la raconter. C'est très émouvant pour moi de tenir cet instrument. Dès les premières notes de la répétition, l'émotion gagne le luthier. Lui, qui a initié un patient travail de restauration il y a 20 ans dans son atelier à Tel Aviv. Il y a déjà recueilli et fait renaître plus de 70 violons, dont celui-ci qu'un luthier allemand grava à l'époque d'une marque de haine à l'insu du propriétaire juif de l'instrument. Il avait écrit Heil Hitler, 1936 et le Svastika. Une trace qu'il ne veut surtout pas effacer. Il faut que ça reste. Ouvrir ces instruments, même plusieurs décennies plus tard, c'est replonger dans les horreurs de la guerre, comme avec ce violon qu'un rescapé lui confia il y a quelques années. J'avais détablé les violons. Les violons, ils étaient pleins avec des poussières noires. Que ça vient seulement d'une origine. Les cendres. Les cendres, oui, c'est ça. Avec ces violons rescapés, des dizaines de concerts sont prévus jusqu'en 2020 pour laisser encore longtemps résonner la voix des victimes de la Shoah. C'est l'heure à présent de partir en Irak pour la suite de notre série Le parfum d'Irak de Ferhat Alani. L'épisode d'aujourd'hui nous emmène dans la plus vieille université du monde, à Bagdad. C'était à l'époque de Saddam Hussein. C'était un endroit d'insouciance, sous surveillance, où une simple histoire d'amour pouvait mal finir. À l'automne 1989, je suis de retour à Bagdad avec ma mère et ma sœur. Si ma famille de Falloujah est modeste, celle de Bagdad est beaucoup plus aisée. Nous sommes à Yarmouk, un quartier huppé de la capitale. Je vais rencontrer mon cousin, Omar. Omar roule en voiture japonaise, une Toyota Royal Crown. Il est élancé, sent bon le parfum et collectionne les petites amies. Il nous emmène, ma sœur et moi, à l'université Mustansariya, où il étudie. C'est la plus vieille université du monde. C'est aussi un îlot de liberté,
où les amourettes sont possibles. Les étudiants portent tous plein de parfums et de gomina, comme Omar. Mais Omar sort avec une fille de l'entourage de Saddam Hussein. Et les mukhabarat, les agents de renseignement, sont partout. On apprend que mon cousin a été arrêté. Il a disparu. Ma famille est terrorisée. Quelques jours plus tard, l'un de mes oncles parvient à le retrouver. Gouverneur de l'une des 18 provinces irakiennes, proche du pouvoir, il localise Omar. Mon cousin est prisonnier dans un local secret des services de renseignement. Il finit par être libéré. Omar a arrêté de fréquenter cette fille. Voilà, c'est la fin d'Express Orient. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.